Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 08. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire qui a littéralement secoué la ville de Nice. C'est une histoire, oui, tragique, c'est le mot. Une enquête pleine de rebondissements et une onde de choc qui a touché tout le monde. Allez, on va décortiquer ça ensemble pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Alors, voilà comment tout démarre. L'info tombe, brute, directe, à Nice, une mère de 23 ans, abattue au volant. C'est simple, c'est glacial. Imaginez la scène. En pleine fin de journée, dans sa voiture, dans un quartier où il y a du monde. Et c'est là vraiment que commence une histoire qui va devenir bien plus complexe qu'on l'imagine au départ. Et là, l'histoire prend une tournure encore plus déchirante. Juste à côté d'elle, sur le siège passager, il y a son bébé. Un petit bout de 7 mois, dans son siège auto. Et lui, par un véritable miracle, il n'a rien. Il est sain et sauf. Ce contraste, vous voyez, entre la violence la plus totale et cette petite vie innocente, c'est ça qui a tout de suite saisi tout le monde, qui a choqué la ville entière. Bon. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut qu'on revienne au moment exact du drame, l'instant où tout a basculé. On va regarder ensemble comment s'est déroulée cette attaque, qui est d'une violence absolument sidérante. On est donc ce mercredi 21 janvier, il est environ 18h, une heure de pointe, on se trouve à un carrefour très passant. Et là, un scooter s'approche d'une BMW, celle de la jeune femme, et le tireur, il fait feu, juste comme ça. La voiture forcément part à la dérive, dévale la pente et vient s'encastrer dans un poteau. C'est une scène de chaos total, en plein Nice, sous les yeux de dizaines de témoins, complètement abasourdis. Et attention, le chiffre qui suit fait froid dans le dos. 10. Pas 1, pas 2, 10 impacts de balles. Le procureur le dira lui-même, les tirs ont été faits à bout portant directement à travers la vitre. Ça veut dire une chose, ce n'était pas un coup de folie, c'était une exécution planifiée, méthodique. Elle n'avait absolument aucune chance. Mais au milieu de cette horreur absolue, il y a un geste. Des gens qui passaient par là se précipitent pour aider. Ce sont eux qui vont sortir le bébé de la voiture. Et leurs témoignages ils sont bouleversants. Ils pensent que la maman, dans un dernier réflexe, s'est penchée sur son enfant pour le protéger de la fusillade. Une hypothèse, mais une hypothèse qui prend tout son sens quand on sait qu'une balle a même traversé la portière de l'autre côté. Face à une telle violence, une telle détermination, la question est immédiate. Mais qui a pu faire ça ? Et surtout, pourquoi ? Les enquêteurs sont face à un mur. Est-ce que c'est un règlement de compte, du grand banditisme, ou est-ce que la réponse se trouve bien plus près de la victime, dans son cercle le plus proche ? Et en fait, très vite, la piste du grand banditisme va être écartée. Les enquêteurs vont se tourner vers une autre hypothèse, beaucoup plus intime, celle du drame familial. Un suspect principal commence à se dessiner. Et son profil est, disons, très inquiétant. Parce que non, ce n'est pas du tout un inconnu. Alors qui est ce suspect numéro 1 ? C'est le beau-père de la victime. Oui, le père de son propre compagnon. Et là, d'un coup, toute l'affaire bascule. On n'est plus dans la rue, on est au cœur d'une famille, avec des tensions qui, visiblement, ont atteint un point de non-retour. Et pour bien comprendre, il faut regarder la chronologie des jours qui précèdent le meurtre. C'est crucial. Accrochez-vous, quelques jours avant, cet homme est en garde à vue. Pourquoi ? Pour violences aggravées. Le dimanche, soit 3 petits jours avant les faits, la justice le place sous contrôle judiciaire. Et le mercredi, le drame. L'enchaînement est terrible, c'est une escalade fulgurante. Et le plus fou dans tout ça, ce sont les conditions de ce fameux contrôle judiciaire. Il avait interdiction formelle d'approcher la victime, interdiction de la contacter, d'aller chez elle, et pourtant, le meurtre a eu lieu. Ça pose évidemment d'énormes questions, non ? Sur l'efficacité de ces mesures et surtout sur la détermination sans faille du suspect. Donc on a un suspect identifié, mais il est dans la nature. Une vraie course contre la montre s'engage pour la police. Alors comment ont-ils fait pour remonter sa piste ? C'est un vrai travail de fourmi, on va voir ça. Et le travail de la police est très méthodique. Étape 1, on écoute tous les témoins. Étape 2, on épluche les images de vidéosurveillance. Et à Nice, il y en a beaucoup, c'est un atout énorme pour les enquêteurs. Grâce à ça, ils arrivent à tracer le parcours du scooter, qui devient vraiment la pièce maîtresse du puzzle. Et à partir de là, la traque peut commencer. Et très vite, ça paie. Le scooter, retrouvé. Il a été abandonné à quelques kilomètres de là. Les douilles sur place, du 9 mm. Ça confirme le type d'arme. Une perquisition est même menée chez le suspect avec le RAID. Le RAID, ça vous dit à quel point l'homme est considéré comme dangereux. Et puis, coup de théâtre, le propriétaire du scooter se présente de lui-même à la police. Évidemment, il est tout de suite mis en garde à vue. Alors, petit point sur qui et où. Le compagnon de la victime, le fils du suspect, il a bien sûr été interrogé. C'est normal. Puis il a été relâché. Par contre, le propriétaire du scooter, lui, reste en garde à vue. Et ce qu'il dit est super important. Il explique avoir prêté son scooter à, je cite, « une connaissance de la famille ». Bon, pas besoin d'être grand détective pour voir que ça resserre encore l'étau autour du beau-père. Mais malgré toutes ces avancées, il manque la pièce principale. Le suspect numéro 1, le beau-père, est toujours
introuvable. Une véritable chasse à l'homme est lancée dans toute la région. Toutes les polices sont sur le qui-vive pour retrouver celui que tout le monde soupçonne d'être le tireur. La pression est maximale. Et cette affaire, ce n'est plus juste un fait divers dans le journal, non. La violence de l'acte, ce bébé retrouvé seul, ce fond de conflit familial, tout ça résonne bien au-delà de l'enquête. C'est toute la ville de Nice qui est sous le choc. Et ça va remonter jusqu'aux plus hautes sphères politiques locales. Le premier signal politique, il vient de la gauche. La candidate à la mairie, Juliette Chenel-Leroux, prend une décision forte. Elle annonce qu'elle met sa campagne en pause. Son message est clair, face à une telle barbarie, l'heure n'est pas aux petites phrases politiques, mais au deuil et surtout à refuser que ce genre d'acte devienne banal. Et ce qui est assez fou, c'est que tout le monde suit. Tous ses adversaires politiques, d'Éric Ciotti à Christiane Estrosi, sont d'accord. Et donc, pendant 3 jours, plus de campagne électorale. Silence, radio. C'est un moment d'unité politique comme on en voit très très rarement, et ça montre bien à quel point la ville était sonnée. Le soir même du drame, le maire, Christian Estrosi, était sur place. Et ces mots y reflètent bien ce que tout le monde ressentait. De l'émotion, bien sûr, mais aussi une profonde colère. Et surtout, cette exigence que justice soit faite et vite. Il a tout de suite mis les services de la ville à disposition de la police pour aider à résoudre cet acte ignoble, comme il l'a appelé. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de cette dimension. Le contexte de violence dans la famille, les menaces. Très vite, le mot féminicide est posé sur la table, notamment par certains responsables politiques. Et ce mot, il change tout. Il sort l'affaire du simple fait divers pour la placer dans un débat national bien plus vaste, celui terrible des violences faites aux femmes. Mais il y a aussi d'autres lectures de l'événement. Le député Éric Ciotti, par exemple. Bien sûr, il parle de drame absolu. Mais tout de suite, il enchaîne en disant « Nice ne doit en aucun cas devenir Marseille ». Là, on voit bien que pour lui, le problème est aussi lié à la sécurité en général, à une potentielle dérive de la criminalité. Il connecte ce drame, qui semble très personnel, à des enjeux de sécurité beaucoup plus larges. Ce qui nous amène à la question finale, qui est assez complexe. Est-ce qu'un drame comme celui-ci, un féminicide présumé, peut vraiment unir une ville ? On a vu ce consensus politique, ce moment de deuil partagé, mais on a vu aussi que très vite, chacun est revenu à ses propres combats, les violences faites aux femmes pour les uns, la sécurité pour les autres. Alors cette unité, est-ce qu'elle est durable ? Ou est-ce que les clivages politiques finissent toujours par reprendre le dessus ? C'est une question qui, au fond, va bien au-delà de Nice et qui nous concerne tous. Bienvenue dans TRF Chronique, épisode